On va écouter Alain Valverde qui va nous parler de son expertise et de son expérience sur l'approche robotique des cancers du rectum. Eh bien, mes chers collègues, et merci à l'Académie pour l'invitation. L'approche robotique, alors, je suis désolé, j'ai un conflit d'intérêts puisque je suis proctor à Intuitive, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je suis dans un centre moyennement expert puisqu'on fait environ 50 à 60 cancers du rectum par an. Euh, voilà. Alors, la chirurgie du rectum, c'est une double gageure, c'est-à-dire on a à la fois des contraintes carcinologiques et des contraintes fonctionnelles. Les contraintes carcinologiques, bon, vous voyez les recommandations actuelles, il n'y a pas de discussion sur la TME, mais avec ce que nous a dit tout à l'heure Philippe Rouanet, sur l'exérèse des ganglions, on peut commencer à se poser des questions. Je fais un rapide passage sur le principe carcinologique et c'est probablement une des rares chirurgies, si ce n'est la seule, où on examine macroscopiquement la pièce une fois qu'on l'a retirée pour avoir cette intégrité complète ou quasi complète du mésorectum, selon la classification de Quirk, qui sera ensuite réévaluée bien entendu par le pathologiste. Mais c'est aussi une chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut donner les meilleurs résultats aux patients. La mortalité, elle va jusqu'à 5%, mais c'est surtout la morbidité, 30 à 60% de morbidité, essentiellement la fistule, qui peut aller jusqu'à 20%, et puis la dysfonction anorectale avec des Lars syndromes sévères qui peuvent aller jusqu'à 50%, sans parler de la dysfonction sexuelle. Donc, le chirurgien est un grand agresseur dans cette chirurgie du cancer. Et une des manières de diminuer cette agressivité, c'est d'avoir recours, idéalement, à la préservation d'organes. Donc, je pense que Stéphane Benoît nous en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, pour ceux qu'on opère, c'est d'être le moins invasif possible. Alors, dans la chirurgie mini-invasive, il y a eu, pour démarrer, la chirurgie laparoscopique. Et c'est quand même intéressant, c'est que sur les 4 principales études que vous avez là, qui sont princeps dans la laparoscopie versus laparotomie, finalement, on ne peut pas dire qu'il y a un franc go pour la chirurgie laparoscopique, même si maintenant elle est complètement rentrée dans les coutumes. Mais les 2 dernières études, notamment l'étude australienne, 475 patients un essai de non-infériorité, et l'étude américaine sur aussi 486 patients, un essai qui contrôlait la parotomie versus la paroscopie, avec des critères de morbidité et aussi carcinologiques, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas d'avantage clairement montré pour la chirurgie laparoscopique. C'est pour vous indiquer le fait que étudier une technique, c'est toujours extrêmement difficile, contrairement à étudier un médicament. Alors, dans la chirurgie mini-invasive, on a parlé de la laparoscopie pour le cancer du rectum, et c'est là où arrive le robot. Ce qui est intéressant, c'est que le pape Hilde, qui avait décrit donc cette exérèse complète du mésorectum, avait écrit dans un article, vous voyez, à l'époque de la laparotomie, c'est qu'il avait déjà imaginé le fait que si on voyait mieux, si on avait des instruments plus adaptés, probablement qu'on ferait une meilleure chirurgie et qu'on serait donc avec de meilleurs résultats. À l'époque, bien entendu, la laparoscopie n'existait pas, je ne crois pas encore au moment où il l'a écrit. Enfin, si en 95 ça existait, mais bon, ce n'était pas encore très développé, encore moins, bien entendu, le robot. Alors, le robot, bon, je ne vais pas vous refaire le topo. Le robot, c'est quoi? Ben, c'est de la chirurgie laparoscopique, mais améliorée. C'est-à-dire qu'enfin, on voit en 3D et on n'a plus cet effet de contrainte sur la paroi qui nous limite notre liberté. Et puis, par l'avenir, le robot, c'est aussi adjoindre des techniques qui sont notamment la fluorescence. Et plus tard, on verra la réalité virtuelle augmentée. Alors, les plus attendus, c'est la vision 3D, c'est le fait que le chirurgien laparoscopique redevient un chirurgien physiologiste, c'est-à-dire comme en laparotomie, il peut bouger sa main, il est en position ergonomique, il est beaucoup plus précis. Et les contres, bon, l'EBM, oui, on va voir que tout est relatif. Finalement, le vrai contre théorique sur le robot actuellement, c'est le surcoût. On peut prendre le problème dans tous les sens, c'est le surcoût. Alors, dans cette forêt de publications, parce que maintenant, sur la chirurgie du robot, dans le cancer du rectum, on a vraiment énormément de publications. Bon, on se dégage quelques méta-analyses.
qui montre, là vous voyez, en termes de marge latérale, on n'a pas énormément de différence concernant la laparoscopie vis-à-vis de la robotique, mais se dégage quand même plus de taux de conversion, enfin des taux de conversion plus bas dans le groupe robotique, ce qui tend à montrer quand même la facilité technique. Et puis vous voyez que dans l'étude de la durée opératoire, la durée de séjour, la morbidité, les avis sont assez partagés. Je vais revenir rapidement sur l'étude RESET, parce que c'est quand même une étude assez importante. Certes, c'est une étude prospective de cohorte. On en a dit quelques mots. Elle a l'avantage de comparer trois études, trois procédés mini-invasifs versus la laparotomie. Donc, on a déjà développé avec Jean-Jacques tout à l'heure. Simplement pour dire que dans la population de la laparoscopie, on avait quand même une plus grande proportion de tumeurs qui étaient moins avancées et il y avait beaucoup moins de traitements néoadjuvants dans le groupe robot et TATME. Pardon, il y avait plus de traitements néoadjuvants dans le groupe robot et TATME. Les groupes n'étaient pas donc strictement équilibrés. Le message important, c'est qu'effectivement, on s'est aperçu que bon, il n'y avait pas de différence finalement dans la morbidité et dans la durée de séjour entre les techniques mini-invasives, mais qu'il y avait un net bénéfice par rapport à la laparotomie. Et puis enfin, un des messages qui est assez intéressant, c'est le fait que l'objectif, vous savez, c'était d'atteindre 85% de critères principaux, qui était l'association donc d'une résection complète avec une marge supérieure à 1 millimètre. Eh bien, on est sur des résultats comparables et que finalement, entre centre à haut volume et bas volume, il n'y avait pas de différence sur les résultats de morbidité dans le groupe robotique. Et enfin, l'objectif des 85% n'était pas atteint, malgré ce qu'on pouvait en attendre. C'est peut-être un peu ça qui est décevant dans cette étude. Alors, elle n'est pas terminée. Il faut attendre un petit peu pour avoir les résultats à 2 ans. Mais voilà encore un grand essai européen qui peut tenter d'apporter quelques réponses. Alors, dans les essais contrôlés, je dirais qu'on est quand même un peu déçu. Les essais contrôlés qui comparent la paroscopie à la robotique. Le premier s'appelait Rollard. Je trouve qu'il a fait beaucoup de mal pour le robot. C'était un essai multicentrique, 29 centres, international, 471 patients. Vous voyez, différence entre laparoscopie et robotique. Pas de différence en termes de qualité du mésome, pas de différence sur la qualité carcinologique. Sur le taux de conversion, c'était équivalent, c'était le critère principal de jugement, avec peut-être à l'époque un bénéfice sur une catégorie d'une sous-catégorie, c'est-à-dire l'homme, pelvis étroit, obèse, tumeur très basse. Mais cette méthodologie était biaisée par le fait que les centres étaient très disparates entre ceux qui avaient une grosse expérience de la robotique, ceux qui n'en avaient pas, puis des interventions qui n'étaient pas du tout équivalentes. Et le même essai qui a été revu quelques années plus tard en étudiant la corrélation entre le taux de conversion et l'expérience du centre, eh bien, comme par hasard, plus l'expérience de l'opérateur ou du centre était importante, moins grande était le taux de conversion. Et à ce moment-là, on a pu dire qu'effectivement, la robotique avait quand même un avantage par rapport à la laparoscopie sur le taux de conversion. Alors après, sortent les grandes séries asiatiques, parce que là, à ce niveau-là, les Européens font pas le figure. Bon, les Chinois arrivent. Voilà, par exemple, un essai assez récent, 2022. 11 hôpitaux, 8 provinces, donc ça nous fait 1240 patients, donc 2 groupes de 620 patients robotiques, 620 patients en cellio. Le critère de jugement, c'était là aussi des critères de morbidité et des critères carcinologiques avec la survie à long terme. Alors, dans cet essai, là, c'est très clair. Ils indiquent que, en résultat, dans le groupe robotique, on a des résultats carcinologiques bien plus satisfaisants qu'en laparoscopie. La mortalité est équivalente.
Les complications plus graves de type clavien d'Indo supérieur à 3 sont moins importantes dans le groupe robot. Et la reprise du transit, la durée de séjour sont moins importantes dans le groupe robot par rapport à la paroscopie. Le taux de conversion 1,7% robot versus 3,9% dans le groupe laparoscopie est significativement à l'avantage de la robotique, les pertes sanguines, les complications péropératoires. Donc, vous voyez, un travail qui clairement nous indique que, en résumé, on a des marges meilleures de résection, on a moins de complications, et dans le groupe des fistules anastomotiques, on a moins de complications, là aussi graves, selon la classification clavien d'Indo, et moins de conversions. Alors, tout est merveilleux. Euh, Quand on regarde attentivement, on s'étonne quand même dans cette série du taux extrêmement faible de fistules. Je pense que si j'avais un cancer du rectum, peut-être que j'irais en Chine dans cette équipe-là, parce que vraiment, ils ont des résultats extraordinaires. Mais bon, pourquoi pas? En tout cas, c'est un des rares essais a l'air clairement bien mené, qui montre vraiment l'avantage de la robotique par rapport à la paroscopie. Après, il y a un essai coréen. C'est intéressant, c'est dommage, il n'a pas pu être mené à terme. C'est l'essai Colrare qui a été publié pareil dans les années 2022-2023. Multicentrique, 3 centres. Les Coréens aussi, Corée du Sud, hein, ont une activité extrêmement importante, comme vous le savez. Cette étude donc montre dans la répartition des populations robots versus laparoscopie, vous voyez que déjà, il y a beaucoup, on est dans la population asiatique, beaucoup d'IMC inférieurs à 24, ce n'est pas tout à fait comparable à nos patients. Moins de 50% de la population avait reçu un traitement néoadjuvant. Et enfin, il y avait beaucoup plus de tumeurs du tiers inférieur dans le groupe robot que dans le groupe laparoscopie. Finalement, bon, les résultats que je vous expose là dans le tableau 2 sont à peu près équivalents, en voyant qu'il y a plus de coloanal dans le groupe robotique que dans le groupe laparoscopie, plus de stomie, et très étonnamment, le taux de fistule n'est pas indiqué, ce qui est quand même un petit peu étonnant pour un travail. En termes de résultats carcinologiques, c'est l'équivalence parfaite, sauf dans le sous-groupe des patients qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante, où vous avez là clairement en faveur du robot des taux d'invasion latérale qui sont négatifs, en particulier dans le groupe robot par rapport au groupe laparoscopique. Mais le problème, c'est que cette étude a dû être arrêtée. Pourquoi? Parce que l'hypothèse de base, qui était d'augmenter de 10% la qualité de résection du mésorectum, nécessitait des effectifs trop importants, donc c'est devenu incomplet. Et puis surtout, le robot était à la charge du patient, et donc beaucoup de patients sont sortis de l'étude, ce qui fait finalement l'étude a dû être interrompue en cours de réalisation. Après, je vais juste terminer par cet essai qui est un peu étonnant. C'est un essai chinois, pareil, de très gros effectifs. Mais là, il compare le robot pour une tumeur du rectum avec des métastases hépatiques synchrones versus la parotomie. C'est assez original. Donc, on voit dans la répartition que finalement, c'est quoi ces tumeurs métastatiques hépatiques synchrones? C'est essentiellement des tumeurs qui touchent un maximum deux segments, donc des résections hépatiques mineures. Et puis, ce sont beaucoup de tumeurs qui sont plutôt tiers supérieurs du rectum. Donc, sur le plan de la répartition méthodologique, c'est un petit peu limite. Mais alors, évidemment, ça dégage ce qu'on peut attendre, bien entendu. C'est que dans le groupe laparotomie, ça se passe nettement moins bien. Vous avez beaucoup plus de complications dans le groupe laparotomie, notamment des complications graves, avec un taux de fistule qui peut être beaucoup plus important. Vous avez des pertes sanguines qui sont beaucoup plus importantes, un temps de reprise de transit plus important. Bref, des conclusions qui sont somme toute attendues, mais ça, on le savait déjà, notamment grâce à l'étude RISET, entre autres. Alors, et dans les survies à long terme sans récidive et survie globale, elles sont identiques. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement en 2025 de la place du robot? C'est incontestablement une technique maintenant qui est bien connue, plus de 2000 publications, quelques études randomisées, toutes critiquables, mais de toute façon, une étude qui va chercher l'intérêt d'une technique, comme je l'ai dit en préambule, c'est un travail difficile à réaliser.
Incontestablement, il y a un bénéfice technique avec des taux de conversion moins importants. La durée de la courbe d'apprentissage, quand on lit la littérature, elle s'évalue entre 15 cas à 65 procédures. Mais globalement, je pense pouvoir dire qu'il est plus facile de former un chirurgien à une exérèse du mésorectum par le robot que sur une autre technique, notamment la TATEM, pour ne pas la citer. Une des qualités du robot, c'est aussi l'outil pédagogique. En termes de morbidité et de qualité carcinologique, bah, le robot marque des points. C'est incontestablement maintenant une technique mini-invasive, tout à fait utile dans le traitement du cancer du rectum. À titre personnel, je pense que je serais maintenant incapable, enfin si je pourrais, mais bon, ça serait avec une grande souffrance, je serais incapable de refaire un cancer du rectum sans l'utilisation de l'outil robotique. Je vous remercie. Merci. Merci Alain. Pour rebondir sur ta dernière diapo, aux États-Unis, la voie d'abord robotique est devenue la première voie d'abord chirurgicale en 2025 avant Ouais. la Laparo, la Célio et tout ce qu'on veut. Ah Donc, ouais. voilà. Et tu dirais que si on te demandait les meilleures interventions, les interventions les plus indiquées, parce qu'on a le problème du coût, en chirurgie colorectale avec par voie d'abord robotique, tu privilégierais quoi? Pour le cancer du rectum? Ouais, pour les cancers colorectal, ouais. Alors, toutes les chirurgies à dissection délicate, donc le cancer du rectum, en particulier les très bas cancers, on peut même faire des dissections intersphinctériennes. Bien entendu, la chirurgie du cancer du côlon droit, qui, comme l'a souligné Eddy, est une chirurgie extrêmement difficile, bien plus que le côlon gauche. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, je te rejoins, on commence à aider, nous, nos assistants et nos internes, sur des interventions gauche, plutôt que de démarrer à droite. Donc, toutes ces chirurgies qui nécessitent de la technicité. Et enfin, les chirurgies colorectales qui nécessitent une anastomose intracorporelle. On n'a pas abordé le problème tout à l'heure, mais le robot est une machine à coudre. Donc, toutes les chirurgies de tumeurs transverses, angle droit, angle gauche, pour lesquelles on n'aura pas à extérioriser la tumeur pour faire une anastomose extracorporelle. Donc, au Diaconès, une sigmoïdectomie pour cancer plutôt en célio. Plutôt en cellio, oui. Oui, si on pouvait la faire en robot, on la ferait, hein. Mais on l'a fait en cellio parce que c'est pour des problèmes d'accessibilité à la machine et de coût. Parce que finalement, on peut résumer hein, le problème du robot. Bon, on peut le dire, hein, c'est un outil qui fonctionne, il est très bien. Tant mieux pour ceux qui l'ont et qui l'utilisent. Dommage pour ceux qui ne l'ont pas encore ou qui ne pourront pas l'avoir. Mais c'est un problème de coût. C'est vraiment, voilà, c'est une chirurgie luxueuse, il faut le dire, mais tellement utile. Moi, je voudrais juste faire un petit commentaire sur les études asiatiques. Je t'ai trouvé un peu dur. Parce que, alors, cela dit, on était content de les avoir parce qu'on a Oui, enfin un peu de l'eau à on notre sortait de moulin. Rollard, ouais. Exactement. Quand même, sur l'étude chinoise, tout est positif. Oui. Donc, on peut quand même espérer peut-être que les résultats en cours le soient aussi. Parce que Mm, si tu as une meilleure exérèse, moins de complications, mm, on verra ce que ça donne. Et mm. l'autre étude coréenne, il y avait un élément important que tu n'as pas souligné, c'est il y a moins de dysfonction sexuelle chez l'homme Oui, exactement. avec le robot. J'ai Et passé ça la aussi, c'est diapo. quelque chose qu'on attendait parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, on voit mieux les nerfs, Mm. on les respecte mieux. Et donc, on attendait qu'il y ait ce bénéfice en termes de, voilà, de séquelles sexuelles. Ouais, exactement, oui. En fait, le coût, c'est surtout pour les établissements, c'est très injuste d'ailleurs, parce que quand tu vois les diminutions de durée de séjour, quand même, par rapport un peu par rapport à la Célio, mais évidemment beaucoup par rapport à la Laparo, c'est quand même macroéconomiquement quand même assez rentable pour le système de santé. Sauf qu'il y a juste un détail, c'est que c'est les établissements qui payent, parfois même. C'est la répartition du coût. Après, Ouais. sur quoi est réparti le coût? Le directeur de l'établissement, le praticien, la Ouais. société. Mais je crois qu'il y a un élément important qui malheureusement n'est pas valorisé, c'est l'outil pédagogique du robot. On parlait de... bah, c'est Jean-Jacques qui disait, pour former un chirurgien, il faut 100 procédures par an. La robotique, c'est quand même une des interventions, un des outils qui permet de faire une intervention laparoscopique sans forcément avoir une grande technicité. Parce qu'on revient à des choses simples. On coud comme à ciel ouvert, on dissèque comme à ciel ouvert. Et c'est tout le problème d'enseigner la laparoscopie pure aux internes. C'est extrêmement difficile d'enseigner la laparoscopie. D'ailleurs, je pense que c'est mal enseigné. Alors que le robot permet d'enseigner plus vite, d'aller plus vite, mais ça n'est pas valorisé du tout. Et c'est un coût quand même d'enseigner. Ouais, Former un c'est clair. chirurgien, c'est combien d'années? Voilà.
Tu nous as pas parlé. Tu utilises, toi, la fluorescence? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Juste, comme toujours, les exposés d'Alain sont très clairs et très précis. Juste 2 points. Ouais. Le problème médico-économique, donc nous, on a fait une étude médico-éco. On a montré que pour les patients sans comorbidité majeure, on faisait plus facilement du fast track avec le robot qu'avec la laparoscopie. Et donc, si le patient est moins longtemps hospitalisé, l'établissement peut s'y retrouver. Et le deuxième point dont tu n'as pas parlé, c'est l'impact médiatique de la chirurgie robotique. Parce que la chirurgie robotique a eu un impact médiatique pour les directeurs d'établissement, qui ont souvent acheté le robot pour leur image de marque. Et aujourd'hui, on a l'impact médiatique sur les patients. C'est-à-dire que le patient, il y a des patients qui arrivent et qui disent, est-ce que vous allez m'opérer avec le robot? Et ça, il faudra un jour le prendre en compte. Parce que autant en Corée, effectivement, tu as raison, l'essai il n'a pas pu être terminé parce qu'il y avait un surcoût. Et la deuxième raison, pourquoi ça n'a pas été terminé, puisque moi j'ai questionné le PI, Ouais. c'est que les chirurgiens ont arrêté de randomiser. Ils ne Ah voulaient oui, c'est plus trop con. randomiser. Ouais. C'est-à-dire que le chirurgien qui avait l'habitude du robot ne voulait pas repartir en laparoscopie. Donc c'est un élément important. Mais C'est ce qui fait. l'impact médiatique, si jamais on arrive à démontrer, comme pour la prostate, c'est l'exemple typique, Voilà. où il n'y a pas une phase 3 qui a montré la supériorité du robot. Mais un homme qui a un cancer de la prostate, aujourd'hui, quand il va voir un urologue, il demande à être opéré par le robot pour la fonction sexuelle. Vous êtes d'accord? Et si on montre pour le rectum que le robot fait mieux que les autres techniques sur la fonction sexuelle, à mon avis, le match, il va être rapidement plié. Question de Stéphane, Benoît. Ouais, c'est plus une remarque, à mon avis. L'erreur, c'est d'avoir voulu montrer un bénéfice patient de la technique par rapport à une autre, en fait. Je pense que l'erreur, elle est là. En fait, ce qu'il faut, c'est regarder à l'échelle d'une population, comme quoi le robot permet d'opérer plus de gens de façon mini-invasive, pour les raisons que tu as dit, que c'est plus facile à enseigner, tout ça. Et si on fait une étude en population pour montrer que grâce à l'implantation du robot, on va opérer plus de gens en mini-invasif, c'est ça qui va emporter le morceau, plus qu'à mon avis, le bénéfice patient où on va quand même être sur des trucs très à la marge. Parce que je ne pense pas que ce qu'on a recherché en bénéfice patient va pouvoir emporter le morceau. Le bénéfice patient est lié à nous dans notre centre. On a regardé ce qu'on faisait avant de faire du robot. La dernière année, 2018, nos célioscopies. Et 3 ans après la mise en place du robot, on est passé de 14% de conversion à moins de 1%. Ouais. Donc déjà, le bénéfice patient, il est là. Et on opère beaucoup plus de malades avec des sévérités 3-4. Donc c'est des malades plus graves et qui ont accès quand même à de la chirurgie mini-invasive. Donc il y a clairement un bénéfice. Et au niveau médico-économique, globalement, ça s'équilibre parce que du coup, on a des GHS qui sont beaucoup plus gros avec ces malades sévères. Et en fait, on n'a pas de net surcoût du robot. Alors évidemment, hors l'investissement de la machine, mais qui est partagé avec toutes les autres spécialités. Voilà. Et la remarque que je vais vous faire, on se pose la question, est-ce que c'est l'avenir? Je crois que de toute façon, tous nos assistants sortent de nos services avec l'envie de faire du robot. Ils ont été formés au robot, ils nous ont vus au robot. Nous, nos 2 derniers assistants qui sont sortis totalement autonomes avec le robot, ils sont arrivés dans des établissements où il n'y avait pas de robot. Ils ont fait une démarche pour demander un robot. Donc ça sera comme en urologie, les urologues ne vont plus dans des centres où il n'y a pas de robot. Ben, les chirurgiens digestifs, je pense que dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans, ça sera le cas. Il n'y aura plus de débat, à mon avis. Ce qui fait que, comme le dit Stéphane, l'enjeu, c'est plus tellement de démontrer la supériorité du robot sur la laparoscopie ou la laparotomie. C'est surtout de démontrer l'intérêt sur le plan économique, développement et enseignement, formation d'un pays à ses chirurgiens à une technique de pointe. Alors, j'en profite d'ailleurs pour dire que dans la nouvelle nomenclature en viscérale, on a une centaine d'actes robots qui sont validés. Validés, ça veut dire que ça va permettre une CCAM descriptive et des actes traçables. Mais à mon avis, il semble qu'il y a un seul acte pour lequel notre spécialité pourrait demander un remboursement d'actes robots, c'est le rectum. Mais pour l'instant, les colorectos à qui j'ai affaire ont dit, c'était il y a 2 ans, hein, mais peut-être que maintenant, la question, il y a suffisamment d'arguments pour qu'on puisse demander auprès de la HS un remboursement des résections rectales robotiques. Merci beaucoup. Pas d'autres questions.